Kotonaben, bonsoir et bienvenue dans RT Journal. Voici les titres. Les Turcs ont voté, ils disent oui à la réforme de la Constitution pour faire de Recep Tayyip Erdogan un super président. Nous serons en direct d'Istanbul avec notre correspondante Mayalène de Castelbajac. Un chef de l'État sur ce champ de bataille, c'était une première. François Hollande a présidé les commémorations pour le centenaire de la bataille du Chemin des Dames. Enfin, il y aura bientôt un musée permanent de la mode à Paris. Ce sera au Palais Galliera grâce à un mécène qui s'y connaît, la Maison Chanel. Un référendum crucial pour la Turquie, mais pas seulement. Erdogan a donc obtenu ce qu'il voulait d'une courte tête par 51,4%. Les Turcs ont donné leur feu vert à la réforme de la Constitution. Réforme qui accorde au président les pleins pouvoirs en supprimant notamment le poste de Premier ministre ou en permettant au président de diriger par décret. Le président Erdogan qui vient d'ailleurs de se déclarer grand vainqueur. Le récit de Fanny Lépine. Voilà des mois qu'il attendait ça. Ce 16 avril devait être le jour de sa consécration. C'est sous le crépitement des appareils photo et l'œil des caméras que le président turc est allé voter ce matin à Istanbul, accompagné de sa femme, de sa fille et de ses petits-enfants. Le geste sûr, il a glissé un bulletin dans l'urne, visiblement certain de sa victoire. Ce référendum doit instaurer un nouveau mode de gouvernance en Turquie. C'est un choix en faveur du changement et de la transition. Et si Dieu le veut, le peuple choisira cette voie-là, car c'est la seule qui nous mènera vers un développement bien plus rapide. C'est plutôt vers un régime présidentiel, voire autocratique, qu'a choisi de se diriger le peuple turc en votant selon des résultats partiels en faveur du oui au référendum. Oui au président Erdogan, c'est oui à la concentration des pouvoirs, oui à un régime fort, oui à un règne sans partage. Si les résultats étaient confirmés, ce serait donc une nouvelle défaite pour l'opposition, quasiment réduite au silence pendant cette campagne. Le leader du CHP, le principal parti d'opposition, avait pourtant prévenu « Voter oui au référendum, c'est monter dans un bus sans frein dont on ne connaît pas la destination ». Mais le camp du non n'a pas su se faire entendre. Des ONG ont dénoncé une campagne inéquitable avec une surreprésentation du oui dans les rues et dans les médias. Depuis le coup d'État manqué du mois de juillet, le président s'est déjà arrogé tous les pouvoirs, mais cette victoire au référendum lui permet de légitimer cette situation d'exception et de prolonger son règne présidentiel. Et avec nous en direct d'Istanbul, notre correspondante en Turquie, Mayalène de Castelbajac. Bonsoir Mayalène, alors vous avez vécu cette journée décisive. Dans quelle ambiance s'est déroulé le vote ? Oui, une journée historique, vous l'avez dit, qui s'est déroulée dans un calme plutôt relatif ici à Istanbul et dans le reste du pays, mais sous haute sécurité policière. Les quelques incidents relevés se sont déroulés dans le sud-est du pays, à côté de Diyarbakır, dans une petite ville. 3 personnes sont mortes lors d'affrontements, vraisemblablement entre des pour et des contre Erdogan. Ce vote, c'est un vote qui a passionné le peuple turc. Si l'on en croit les premières estimations, il y aurait près de 80 à 85% de participation. Il faut savoir que la Turquie n'est pas un pays connu pour être adepte des fraudes. Cependant, certains observateurs internationaux se sont vus refuser l'accès. La porte était fermée de ces bureaux de vote aujourd'hui. Et les partis d'opposition comme le CHP ont appelé sur les réseaux sociaux tout au long de la journée leurs militants à se rendre et à rester dans ces bureaux de vote qui se trouvaient dans les écoles, comme par exemple ici à Istanbul, à rester et à dénoncer les possibles fraudes. À la fermeture des bureaux, très rapidement, les chaînes pro-gouvernementales, comme à leur habitude, ont annoncé une victoire écrasante du oui. Et puis, vous le savez, ces chiffres n'ont cessé de dégringoler pour arriver à ce petit 51%. Et à l'heure où je vous parle, les supporters d'Erdogan, si prompts à célébrer leur leader, ne sont toujours pas arrivés dans la rue. Mayalène, quels sont les éléments qui ont fait pencher la balance en faveur du oui ? Oui, ces résultats, ils sont si serrés, ce coude à coude, car il y a eu notamment une campagne, 2 mois de campagne passionnée, mais qui ne s'est pas déroulée à armes égales. Pour vous donner un exemple, le parti de l'AKP, le parti d'Erdogan, a bénéficié de 470 heures de diffusion en live de ses meetings sur les chaînes pro-gouvernementales, alors que le parti pro-kurde d'opposition, lui, n'a bénéficié d'aucune marge de manœuvre, à l'image de ces
gigantesques portraits de Recep Tayyip Erdogan qui ont recouvert de nombreux buildings dans de très nombreuses villes turques. Ce référendum, qui à la base était un vote pour le oui ou pour le non de cette nouvelle constitution, s'est très vite transformé au début de cette campagne en un vote pour ou contre Erdogan. Ces résultats, je vous le rappelle, qu'ils ne sont pas encore officialisés. Ils montrent, s'il le fallait encore, que la société turque est extrêmement polarisée politiquement. Le plébiscite voulu par le leader turc n'aura donc pas lieu ce soir, notamment car au sein même de l'AKP, le parti historique du président turc, il y a eu des déçus qui, eux aussi, ont voté non. C'est une victoire en demi-teinte, donc, mais une victoire quand même pour le leader turc qui assouvit ce soir son rêve d'hyperprésidence. Merci Mayalène pour votre éclairage depuis Istanbul. Et puis nous reviendrons bien sûr sur les résultats du référendum dans nos éditions demain. Ce fut l'un des épisodes les plus meurtriers de la Grande Guerre. C'est pourtant l'un des plus oubliés des livres d'histoire. La bataille du chemin des dames a désormais la reconnaissance au plus haut niveau de l'État. Pour la première fois, un président français assistait aux commémorations et en mémoire du sacrifice des soldats français et allemands, François Hollande a donné à la cérémonie un tour très politique et pro-européen. Yannick Cador nous en dit plus. Sur le plateau de Californie, il ne reste nulle trace de l'un des pires affrontements de la Grande Guerre. S'il est difficile d'imaginer ce que fut le chemin des dames, la présence du chef de l'État aux commémorations du centenaire de la bataille marque la volonté de faire entrer cet épisode dans notre mémoire collective. Longtemps, le chemin des dames est resté dans le silence, relégué au fond de nos mémoires parce qu'il était devenu le chemin des morts. Parce que les dames n'avaient pas accouché d'une victoire, parce que l'échec de l'offensive avait nourri les mutineries de 1917. Lancée le 16 avril 1917, l'offensive fait plus de 350 000 morts, français et allemands. L'incurie du haut commandement, les sacrifices consentis par la troupe poussent plus de 40 000 poilus à se révolter. Il faut attendre 1998 et un discours de Lionel Jospin, présent à la cérémonie, pour voir une première réhabilitation de ces soldats. Aujourd'hui, la chanson de Craonne, un hymne longtemps censuré par l'armée, a retenti pour la première fois dans une cérémonie officielle. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. À une semaine du premier tour de l'élection présidentielle, François Hollande a donné une teinte plus politique à son discours en faisant une allusion à peine voilée au Front National. Que ces hommes et que ces femmes, aujourd'hui qui habitent cette terre, soient fiers de ce qu'elles ont pu supporter à travers les générations et soient conscientes aussi de leurs responsabilités face au retour des langages de haine. Le chef de l'État a ensuite plaidé pour une Europe unie. Il s'est d'ailleurs recueilli aux côtés de l'ambassadeur d'Allemagne dans le cimetière militaire allemand de Cerny-en-Lannoy. Ce village et 280 communes de l'Aisne organisent ce soir une veillée du souvenir de la bataille du chemin des dames. Et c'est une autre boucherie, mais d'aujourd'hui et qui dure depuis plus de 6 ans. La Syrie a connu hier un nouveau bain de sang. 126 morts, dont 68 enfants. C'est le bilan d'un attentat contre un convoi de bus transportant des personnes évacuées de zones assiégées par les rebelles dans le nord du pays. Malgré la tuerie, les opérations d'évacuation ont repris. On fait le point avec Alexandra Yelik. Ils viennent d'échapper à la mort et ne savent pas vraiment où aller. Hier, sur la route de Rachidine à l'ouest d'Alep, 5000 personnes étaient bloquées dans leur bus alors qu'elles étaient en cours d'évacuation des localités de Foua et Kafraya, assiégées par les rebelles. C'est là qu'un kamikaze a fait exploser sa camionnette piégée, au beau milieu du convoi. Même si le bilan aurait pu être encore plus lourd, selon une ONG, cet attentat suicide aurait fait 126 morts, dont 68 enfants. C'est un acte terroriste que nous désapprouvons, quel que soit le groupe qui l'ait perpétré. Nous travaillons avec tout le monde, avec humanité et neutralité. Cet acte terroriste a fait des morts et des blessés des deux côtés. Car en fin de compte, nous sommes tous frères. L'évacuation de 30 000 Syriens de 4 localités assiégées, soit par les rebelles, soit par les troupes du gouvernement, avait débuté vendredi en vertu d'un accord signé par le Qatar, soutien des insurgés, et l'Iran, allié du président Bachar el-Assad. Pour l'opposition syrienne, ce processus d'évacuation n'est rien d'autre qu'un échange forcé de population.
Quelques heures après cet attentat qui est l'un des plus sanglants depuis le début de la guerre en Syrie, les convois avaient repris la route pour rejoindre leur destination finale. Pour l'heure et compte tenu des combats persistants entre troupes gouvernementales et rebelles, aucune autre opération d'évacuation n'est prévue. Comme tous les chrétiens du monde, les chrétiens de la partie est de Mossoul en Irak ont pu célébrer la fête de Pâques. C'est la première de nos infos en bref avec Katia Beau. La messe dans l'est de Mossoul. Après 3 années sous le joug de l'organisation État islamique, ces chrétiens irakiens ont pu célébrer à nouveau les fêtes de Pâques. Fin janvier, l'est de la ville avait été libéré des islamistes après de lourds combats. Contraints de se convertir à l'islam, de nombreux chrétiens avaient quitté la ville contrôlée par Daesh. La Corée du Nord persiste et signe. Quelques heures avant la visite du vice-président américain à Séoul, elle a lancé un nouveau missile. Le tir a échoué, l'engin explosant presque immédiatement. Mais pour Mike Pence, il s'agit d'une énième provocation de la part de Pyongyang, qui avait organisé un immense défilé militaire hier pour sa fête nationale. Des milliers de personnes ont encore manifesté hier soir à Budapest contre la politique du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Elle dénonce un projet de loi visant à mieux contrôler les financements étrangers des ONG. Le texte pourrait entraîner la fermeture de l'Université d'Europe centrale, financée par le milliardaire George Soros, figure de l'opposition. Comme tous les dimanches, il est temps d'ouvrir notre page européenne avec cette question à une semaine de la présidentielle et l'Europe dans tout ça. Quel regard les 5 grands candidats portent-ils sur la construction européenne? Quelle est leur vision de l'Europe? Veulent-ils y rester ou la quitter? Yannick Cador a épluché les programmes. Regardez. Il y a l'emploi, la sécurité, le pouvoir d'achat. Bref, la présidentielle ne se joue jamais sur les questions internationales, encore moins sur l'Europe. Il n'empêche, le thème est bien présent dans le programme des 5 principaux candidats. Petit tour de position phare, pour le moins tranché. Sans un protectionnisme intelligent, nous allons regarder les emplois se détruire les uns après les autres, les secteurs économiques se détruire les uns après les autres. Une Europe des nations indépendantes, c'est le rêve de Marine Le Pen qui souhaite renégocier les traités européens. En réalité, elle veut surtout dire au revoir à l'UE. Elle organisera donc un référendum sur la sortie de l'Union et sur l'abandon de l'euro, pour, dit-elle, que la France retrouve sa souveraineté face aux diktats de Bruxelles. L'harmonisation sociale est interdite dans les traités européens. Ce n'est pas l'idée européenne que je mets en cause, ce sont les traités. Renégocier les traités avec nos partenaires européens pour obtenir l'harmonisation fiscale et l'abandon des règles du pacte de stabilité, c'est le plan A de Jean-Luc Mélenchon. En cas d'échec, on passe au plan B, une sortie unilatérale des traités qui devrait être validée par un référendum parce que, dit-il, l'UE, on la change ou on la quitte. Aujourd'hui, si rien ne change, nous irons directement vers la sortie de l'Europe et la dislocation, mais il faut encore faire le pari de l'Europe. Benoît Hamon dit oui à l'Europe, mais sociale. Cela passe par un nouveau traité pour démocratiser la gouvernance de la zone euro. Il souhaite également établir un salaire minimum européen. Autre mesure phare, un plan d'investissement de 1000 milliards destiné à la transition écologique, car selon lui, l'austérité en Europe, ça ne tient plus. On a besoin de l'Europe, mais on a besoin que l'Europe laisse tomber toute une série de réglementations et de politiques qui sont conduites de manière inutile et inefficace. Le credo de François Fillon, c'est une Europe forte avec un moteur franco-allemand qu'il faut relancer. Objectif, rivaliser avec les économies chinoises et américaines. Excite le fédéralisme, il réclame un directoire de la zone euro et moins de pouvoir pour la Commission européenne. Autre priorité, refonder les accords de Schengen pour, dit-il, faire face à la crise migratoire et renforcer la sécurité de l'UE. J'ai l'Europe en effet au cœur et je pense être l'un des seuls à avoir constamment soutenu ce projet parce que je pense qu'il nous rend plus forts. Emmanuel Macron, c'est le champion de l'Europe, le seul à défendre un transfert de souveraineté vers Bruxelles. Unique moyen, selon lui, d'assurer la sécurité, y compris économique, des citoyens européens. Pour ce faire, il veut un ministre de l'économie et des finances de la zone euro. Il est aussi le seul candidat favorable au traité de libre-échange transatlantique. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Chaque dimanche, nous ouvrons aussi notre journal à une télévision européenne pour voir qu'est-ce qui passionne ou préoccupe nos voisins. Cette semaine, la publication des chiffres du chômage a fait la une en République tchèque. Pas parce qu'il explose, au contraire, il est inférieur à 5%, le taux le plus bas depuis 2008, l'un des plus bas en Europe. Ce qui pose des problèmes de recrutement. 150 000 postes sont à pourvoir. Alors les entreprises innovent. C'est un reportage de la télévision publique tchèque. Cette entreprise emploie 150 personnes. Elle produit des sous-vêtements et des maillots de bain. Elle prospère comme jamais au cours de ces 20 dernières années. Du coup, ils ont besoin d'embaucher, principalement sur des postes spécialisés comme concepteurs ou modeleurs. Des profils que l'on ne trouve pas sur le marché du travail.
Les personnes qui se présentent n'ont pas le niveau technique. Elles ne sortent pas formées et opérationnelles des écoles, elles ne sont pas rigoureuses, elles ne savent pas utiliser notre système de gestion. Et si une personne avec ce profil se présente, c'est un miracle. C'est extrêmement rare parce que nous sommes dans la fabrication et la conception de lingerie et de maillots de bain. Et sur le marché, il n'existe pas une école qui dispenserait l'enseignement de cette spécialisation. Ainsi, c'est souvent l'entreprise qui doit former les salariés pour les postes de spécialistes. Dans cette société, on résout la pénurie de travailleurs d'une autre façon. L'analyste Pavel Zeiber est un exemple. En raison de son âge, il n'aurait pas trouvé un poste dans une autre entreprise informatique. Depuis un an, je fonctionne comme un retraité qui travaille. Voilà un changement récent. Ici, on résout le problème récurrent du manque d'informaticiens qualifiés en employant des personnes pour lesquelles il n'y a pas de débouché ailleurs. Ils représentent plus de 10% des effectifs. Ce que nous faisons, c'est que nous travaillons de manière relativement intensive avec 3 différents groupes de demandeurs d'emploi un peu négligés. Nous travaillons beaucoup avec les étudiants, avec les mères en congé de maternité ou après le congé de maternité et avec les seniors. Cette société élargit sa production et par conséquent, elle cherche à recruter au moins encore 70 nouveaux salariés. Elle essaye par exemple de les trouver dans les lycées techniques. La société Siemens travaille avec les lycées techniques de la région. Par exemple, dans celui-ci, il y a 300 élèves, 27 d'entre eux sont impliqués dans le programme de bourse d'études. Petr peut gagner jusqu'à 150 € par mois. Nous sommes là sur ces tours à commande numérique et aidons à fabriquer des pièces que nous remplaçons sur les chaînes de montage. Nous mesurons et entrons des corrections dans les machines-outils. L'entreprise tente aussi de séduire de futurs salariés avec des prestations financières comme le versement de 550 € après la période d'essai, un prêt sans intérêt, des actions de la société ou des aides financières au logement. Retour en France avec là aussi une aide financière et même un gros coup de pouce. C'est grâce au mécénat de Chanel que le Palais Galliera deviendra le musée permanent de la mode à Paris, avec une galerie d'exposition baptisée Gabrielle Chanel en l'honneur de la fondatrice de la célèbre maison de couture qui finance presque totalement la transformation des lieux. Ouverture prévue en 2019. Le mécénat est devenu incontournable pour faire vivre l'art, mais aussi pour l'image de marque des grandes marques. Avant-première avec Fred Cantu. Fin 2019, les sous-sols du Palais Galliera accueilleront des salles d'exposition permanentes. Une première à Paris où les 2 musées dédiés à la mode ne présentent aujourd'hui que des expositions temporaires. Pour financer les travaux d'un montant de 5,7 millions d'euros, la mairie a reçu le soutien de la maison Chanel à hauteur de 4,6 millions. Maintenant, les musées sont engagés dans une histoire de relation au mécénat qui est absolument nécessaire pour développer des ressources propres. C'est une feuille de conduite qu'on nous impose. Qu'un musée de mode travaille avec des maisons de mode sans que des intérêts interfèrent dans l'un comme dans l'autre, ça me paraît naturel. On est dans des intérêts qui sont complètement communs, complémentaires, et on sait que tout ça va bénéficier à l'image de Paris. Donc c'est important pour nous, Chanel, marque de création, marque de mode, marque ici présente à Paris, de s'intégrer dans ce paysage. Pour son plus gros engagement à ce jour en termes de mécénat culturel, la marque bénéficie d'avantages fiscaux encadrés par la loi de 2003, tout en cultivant sa spécificité dans un marché du luxe très concurrentiel. C'est une volonté qui est tout à fait complémentaire à tout ce que l'on peut faire au niveau des métiers d'art pour que ces savoir-faire continuent à exister. L'autre partie de cet investissement, c'est aussi de pouvoir en même temps investir dans ce patrimoine. Parce que je pense que les deux échangent, en tous les cas, créent des échanges en permanence. En s'associant à la maison Chanel, je pensais surtout m'associer à Gabrielle Chanel. Elle a inventé le XXe siècle, elle a inventé une nouvelle relation aux vêtements. C'est une femme, c'était pas mineur, je trouve. Nous sommes fiers de consacrer à Gabrielle Chanel, qui a tant fait pour la mode, cet hommage, vraiment. Les nouvelles salles présentant les collections du XVIIIe siècle à nos jours porteront en effet le nom de la créatrice. Elles feront à coup sûr du Palais Galliera un lieu incontournable pour les passionnés de mode du monde entier. Et de la passion, il y en aura aussi dans votre soirée cinéma ce soir sur Arte avec le film Nos plus belles années. La passion tumultueuse entre Robert Redford et Barbra Streisand dans une Amérique en proie au macartisme. Ce sera à 20h55. Tout de suite après Géo qui vous emmène dans le Pacifique.
Demain, vous retrouverez Marie Laborie à cette même place. Très belle soirée à vous. Prenez bien soin de vous. See you soon.